avec tous les éléments autour, effectivement. Et là, ils sont là dans le monde physique, on les regarde sur un mur ou quelque part, mais puisqu'il est déjà là et tu passes, tu ne regardes pas, il entre par la vision périphérique. Là, ça peut aussi atteindre le subconscient. Mais j'aime beaucoup cette idée de regarder le mind map ou le vision board et puis niveau, regarde du niveau, commencer à vraiment activer ça mentalement, ça c'est bien, oui. Quand je donnais des cours en auto-hypnose, c'était ça que je faisais faire des vision boards aux personnes. Donc, je leur filais plein de magazines, ils faisaient. Après, je leur faisais mettre en face et je disais, maintenant, tu le visualises et quand tu te sens que tu es bien et que tu as bien cette notion-là, tu fermes tes yeux et tu l'emmènes à l'intérieur de toi pour commencer à le structurer. Et les feedbacks étaient super intéressants, mais au bout du compte, c'est le même principe. Hein. Si on exploite ce coup-ci un mental screen en réel mental screen à un moment donné, puis après, ça devient vraiment un mental screen. D'ailleurs, ce qui est intéressant, un des points que je pense qui est important à repréciser, c'est la différence entre visualiser et imaginer. Oui. Et voir. Voir, c'est notre sens physique. Oui. Visualiser, et là j'ai bien aimé, c'est là dans le bouquin, il a donné un exemple que j'aime bien. Il dit visualiser, c'est se souvenir d'un élément que tu as déjà vécu, et il donnait l'exemple de Lassie. Il dit, souviens-toi du chien Lassie dans la série, etc. Ok, donc il dit, souvenez-vous-en, si vous l'avez vu, ou si vous ne connaissez pas, imaginez Godzilla, on s'en fiche. Imaginez King Kong, Godzilla, etc. Ça, souvenez-vous de, mon terme n'était pas bon, souvenez-vous de Godzilla, Lassie ou King Kong. Là, à peu près 100% d'entre vous, à mon avis, ont eu une image qui est arrivée. Ça, c'est la visualisation. Si par contre, je vous demande à King Kong de le mettre avec une tête de vache, là, vous imaginez. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas vu, mais c'est quelque chose que vous allez créer. Et vous allez créer là sur quelque chose que vous avez visualisé. Donc, j'aime bien ce principe de dire tout le monde est capable d'imaginer, parce qu'il y a des moments où il y a des gens qui disent j'ai pas d'imagination. Bien sûr que si, tout le monde en a, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Et j'ai bien aimé cette idée de dire on voit d'un point de vue physique, on visualise par rapport à un rapport mémoriel de quelque chose. C'est le fameux moment où en cours, tu nous dis vous rentrez chez vous, combien il y a de fenêtres, ou combien il y a de portes, ou combien il y a d'étages, ou combien il y a de lits. Et là, tout le monde dans la salle dit je sais comment c'est chez moi. Et ça, c'est de la visualisation. Par contre, rajoute un élément chez toi, je ne sais pas, un ordinateur, change une lumière ou change le sol, là, tu imagines. Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant à prendre en compte quand les personnes n'ont pas forcément cette sensation d'être capable. Parce que l'incapacité ou l'illusion de l'incapacité peut être parfois un peu stressant pour les gens. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Parce que je sais que tu m'avais dit que Ed, notamment, ne visualisait pas du tout. Qu'est-ce que tu peux dire de tout ça? Voir, visualiser et imaginer. Qu'est-ce que tu peux rajouter à tout ça? Alors, déjà, voir, c'est ce qu'on fait avec les yeux. Et ça dépend de la présence des choses vraiment physiques extérieures. Ça dépend de la présence de lumière. Ça dépend de la présence de l'objet que tu vois. Ça dépend justement, je dis extérieur, mais c'est quand même physique, que tu as des yeux qui fonctionnent bien et que tu as les yeux ouverts. Et si une de ces choses n'est pas présente, tu ne vois pas. Pendant que quand tu visualises, ça commence dans le mental. Et tu peux visualiser quand l'objet n'est pas là, quand tu es dans le noir, quand tu es aveugle, tu peux visualiser, en fait. Donc, tout ça, c'est un autre fonctionnement. Mais visualiser et imaginer, pour moi, sont vraiment très, très proches. C'est un peu le même processus. Même quand on dit, OK, visualise King Kong avec une autre tête, ou moi, je dis imagine un hippopotame et puis en bikini, etc. Alors, tout le monde rigole, tout le monde peut le faire, mais en fait, on a déjà vu un hippopotame, on a déjà vu un bikini. Donc, mais en imagination, on les combine dans une façon qui n'a jamais été faite avant dans notre expérience. Donc, imagination peut être très, très simple. Juste, je vais ajouter, ou ça peut être justement inventer un autre monde, une autre planète, science-fiction, vers des étoiles, toutes ces choses. Ça, c'est imagination vraiment extrême, mais tout le monde peut visualiser et imaginer de leur propre façon et à un certain degré.
D'ailleurs, là, dans ce que tu viens de dire avec la science-fiction, au bout du compte, qu'importe ce qu'ils inventent, si tu regardes la plupart du temps, ils partent sur un début de visualisation. C'est une planète, elle est rarement carrée, c'est souvent rond. Il y a des personnages, c'est souvent des bipèdes. Enfin, au bout du compte, tu te rends compte qu'au départ, tu tombes quand même sur des codes qui sont culturels, qui sont humains. Les animaux, bah, ça va être des animaux. C'est au fur et à mesure que la visualisation, le fait que vous ayez vécu des choses et que vous puissiez le remettre en situation dans différentes notions, vous permet d'aller vers, vous lâcher dans l'imagination. Mais souvent, même dans la science-fiction, au départ, c'est quand même très proche de ce qu'on connaît. C'est comme si l'auteur avait visualisé dans un monde un peu différent, et au fur et à mesure, on sent que l'auteur rajoute des personnages, des situations qui sont un peu folles, mais parce que ça s'est basé sur quelque chose qui était visuellement possible. C'est très dur de from scratch, d'à partir de rien, d'imaginer et de se dire, type un Einstein qui dit je m'imagine sur la lumière. Là, fallait déjà conceptualiser la lumière. Bon, alors après, on peut se dire la lumière, on la voit, mais c'est pas. Là encore, c'est pas hyper simple. C'est pas, on la visualise, on la voit la lumière. Donc, il a fallu qu'il visualise qu'il y a un rayon. Alors ça, on peut se dire le soir, un rayon de soleil qui traverse l'arbre, et après se dire, j'imagine que je vais dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les gens qui disent j'ai pas d'imagination, n'hésitez pas à travailler votre visualisation, c'est-à-dire vous souvenir d'éléments pour rebondir. Ouais. Tout à fait. Et je pense aussi à Jules Verne, qui a imaginé un sous-marin, un fusil à la Lune, une machine fax même. Et toutes ces choses, en fait, sont devenues possibles, mais à l'époque, il a totalement imaginé. Et tout le monde disait, mais c'est bizarre, ce truc, c'est pas possible. Et effectivement, donc ça, c'est une vraie imagination pour moi. C'est ça. Ouais, mais on a Da Vinci. Tu vois les possibilités qui n'ont pas encore été faites. Mais... C'est ça. Bah, les Da Vinci, c'était ça. Hein. Léonard de Vinci, c'est ce qu'il avait fait quand il commence à créer les objets volants. Alors là encore, parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'il les a imaginés, mais il est toujours parti sur une structure qu'il a vue, un oiseau. Je ne sais plus, il a créé, je crois, un canon ou un tank, mais il y a des animaux qui lancent des trucs. Donc, il est parti d'éléments qu'il observait. Et c'est d'ailleurs intéressant pour les personnes qui veulent développer de l'imagination, de développer une chose toute bête qui s'appelle l'observation. Parce que l'observation va vous permettre d'engrammer un maximum d'infos que vous allez pouvoir, après les yeux fermés ou dans votre monde intérieur, visualiser. Et de là, vous allez pouvoir le modifier petit à petit. Et donc, imaginer des éléments que vous pouvez mettre en place. Ces notions-là, je trouve qu'elles sont importantes, utiles pour tout le monde et surtout pour les jeunes ou les moins jeunes qui se disent « Ah, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui imagine, je suis hyper concret et tout. » Non, t'inquiète, tu es quelqu'un qui imagine. En plus, la plupart des gens qui nous disent « Moi, je suis hyper concret, je suis un mec hyper rationnel. » Mais ça veut dire que tu as été curieux de plein de choses et je suis sûr que ces choses-là, tu arrives au moins à les visualiser. Et donc, si tu arrives à les visualiser, tu arriveras à les transformer. Et je pense que c'est une étape qui est importante pour beaucoup. Et la méthode Silva estime que visualisation et imagination sont deux des outils du génie intérieur qu'on a. Donc, pas de souci pour la personne qui se dit « je n'y arrive pas ». Tu me disais donc que Ed, lui, ne parvenait pas à… Ça, c'est des questions qu'il faudra qu'on lui pose d'ailleurs. Ne parvenait pas à visualiser, c'est ça, ou à imaginer? Qu'est-ce qu'il avait dit, Ed, à ce niveau-là? Je crois que c'était visualisé dans le sens qu'il avait très peu d'images visuelles. Mais justement, mais tout le monde visualise d'une autre façon. Hein. Le problème, c'est que le mot visualise implique visuel. Mais quand tu fais des exercices pour mieux visualiser et imaginer en Silva, tu fais des exercices où tu as les textures, les odeurs, la température, tu vas dans tous les sens. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a de mal à visualiser avec des images visuelles peut continuer à s'entraîner avec auditif, kinesthésique, tactile, tout ce qui est, tout ça, justement, se complémente et ça aide les images visuelles si on travaille sur les autres sans s'efforcer à regarder une image. On a du problème à créer au départ, oui. Donc, pour les copains PNListes, hypnotistes, c'est les fameux VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. C'est ce qu'on appelle les modalités ou les submodalités qui sont exploitées énormément en hypnose et également en Silva, même s'il ne l'appelle pas ça submodalité.
c'est la notion d'être apte à un moment donné à se dire, peut-être que tu es plus visuel, donc utiliser le sens de la vue, oui, mais aussi la visualisation. Mais tu peux très bien visualiser, même si, comme le dit Lee, c'est pas forcément avec tes yeux ou avec l'imagerie mentale que tu vas créer quelque chose, mais l'imagerie mentale ne veut pas dire que tu ne peux pas ressentir quelque chose. Quand on s'amuse en hypnose à dire, imaginez qu'il y a des petits insectes qui vous montent dessus et que vous êtes à la plage et tout, il y a plein de gens qui commencent à se gratter. On fait ça même dans une salle de cours où les gens ne sont pas forcément plus en transe que ça. Il y en a plein qui arrivent kinesthésiquement à sentir ça. Et ça, c'est paradoxalement de la visualisation, même si le terme est complètement kinesthésique. Oui, tout à fait. Oui. C'est là où c'est vrai que notre... Alors, et en plus, la sémantique est la même en anglais, hein, c'est vous utilisez visualisation. Donc, oui. C'est vrai que le terme n'est peut-être pas le plus juste, mais vraiment restez hyper positif quand vous dites « moi, je n'ai pas d'image », no problème. Moi, je suis particulièrement auditif, donc le son va avoir, même pas le son, le sens d'un mot va avoir plus d'impact que des images. Mais globalement, les gens préfèrent les images. Donc sur l'écran mental, pour revenir dessus, on envoie les images. On envoie des images de ce que l'on veut, ce que l'on attend. Oui. Moi, sur mon écran mental... Est-ce que l'image est toujours visuelle? Quand j'étais à l'école et on étudiait la poésie, notre prof nous a dit écoutez l'imagerie auditive. Et il a donné un exemple. Et donc, pour lui, les images étaient auditives aussi bien que visuelles. Et quoi qu'il faut vraiment comprendre ça quand on parle d'image. Ce n'est pas juste une image visuelle, c'est multisensoriel. Exactement. Et c'est là où vous allez vous développer ce qui est le plus juste pour vous. Moi, par exemple, sur mon écran mental, c'est des mots. Donc, c'est pas forcément une scène. Il y a un mot qui, pour moi, a j'allais dire une fréquence, un écho spécifique, qui, quand je l'entends, je le vois, il a tout un sens, toute une histoire qui va m'impacter d'un point de vue physique, psychique, émotionnel, etc. etc. Et le mot va... sur mon écran mental, il y a des moments où je m'arrête juste sur un mot. Et ce mot-là, je suis dedans et il y a un ensemble d'éléments qui vont se créer à l'intérieur de l'impact que ça fait. Donc, l'écran mental est un support. Vous pouvez l'utiliser avec ce que vous voulez. Vous pouvez y dessiner, y créer, y inventer, y projeter ce que vous avez besoin dans un cadre et un objectif qui est défini en amont. On viendra dessus parce que notamment la technique des 3 doigts, c'est en 2.02 qu'on étudie. Mais on a vraiment cette notion de quand je descends, quand je vais en alpha ou que je descends dans ma transe, j'ai toujours une intention, une suggestion avec un objectif d'où je me dirige. Donc, je n'exploite pas mon alpha, alors hormis au départ si vous dites simplement je vais me relâcher, mais il y a toujours une intention derrière votre alpha, votre descente. Pour la descente, j'ai envie de le dire. Pour partir au niveau alpha, ça c'est le côté hypnotiste. Pour partir au niveau alpha, il y a toujours une intention, un objectif. Et ça, c'est important à prendre en compte. Alors, vous verrez, je vous ai expliqué sur... logiquement, vous l'aurez déjà vu parce que je mettrai cette vidéo après. Je vous ai déjà un peu expliqué le mental screen. Elle vous en a parlé un peu tout à l'heure. En général, c'est pas en général, on va à 20 degrés, les yeux fermés, pour le projeter. Et ce que je vous expliquais dans la vidéo que j'ai faite sur le sujet, c'est que ça revient à plusieurs éléments de l'hypnose à l'ancienne, qui étaient la fatigue oculaire notamment, et qu'on pouvait retrouver dans l'induction, la flower, ou pour les personnes qui sont plus ericksoniens, la Betty Erickson induction, où on regarde vers le haut, et on ne regarde jamais complètement en haut, on est toujours à peu près à 20 ou 40 degrés, et on regarde vers le haut pour commencer à rentrer dans sa transe. Là, en l'occurrence, on ne va pas rentrer, on va projeter un élément à ce niveau-là. Par contre, pour l'instant, et je voulais savoir si toi, tu avais des informations qui étaient intéressantes. Est-ce que tu sais pourquoi 20 degrés? Parce que là, ils disent, on ne sait pas vraiment pourquoi. Ils disent, bon, ça stimule le cerveau, on est d'accord, mais pourquoi? Pour l'instant, on n'a pas forcément d'infos. Est-ce que toi, tu as des infos sur pourquoi 20 degrés? En fait, c'est comme ça que je l'ai interprété moi-même, mais quand on met les yeux vers le haut pour entrer en hypnose ou en alpha, donc c'est 45 degrés au plus. Donc, ça fatigue vraiment. Ça prend une tension musculaire pour le tenir et on a envie
de fermer les yeux. Mais quand on a les yeux fermés et on regarde l'écran mental, OK, on élève juste un tout petit peu. Et il paraît en fait que c'est une position naturelle de repos. Quand les yeux sont vraiment bien détendus, il paraît qu'ils se lèvent juste un tout petit peu automatiquement. Donc, c'est une position naturelle de repos. Plus, il y a cet aspect, justement, on tourne les yeux vers le haut et on va stimuler le visuel. Laisse-moi réfléchir. Et les yeux montent vers le haut. Mais le 20 degrés, c'est pour éviter toutes ces idées. Oh, justement, il faut que je tienne les yeux, focalise, ça fatigue, j'ai envie. C'est juste vraiment très léger. Et c'est très proche à ce qu'on a dans un cinéma. Tu as l'écran de cinéma, en fait, devant toi, et il est toujours en haut, et tu regardes comme ça, c'est à peu près 20 degrés. On est confortable et ça stimule tout ce qui est imagerie. Voilà. Tu sais que ça, c'est intéressant. Il y a un moment, j'avais proposé aux personnes qui me suivaient d'arrêter de regarder vers le bas et de regarder vers le haut. Alors, pas très haut, hein, tu as raison, là, on ne va pas regarder comme ça, mais dans la vie, de monter un petit peu. Parce que, alors surtout maintenant, avec les téléphones portables et tout, on a l'habitude d'avoir le regard vers le bas. Or, on sait que nos yeux, purement physiologiquement parlant, d'un point de vue musculaire, quand tu regardes vers le bas, par exemple, tu as moins de résistance à plein de choses. C'est-à-dire que si je pousse ta tête quand tu regardes vers le bas, bah, ta tête, elle va descendre. Par contre, si je te fais regarder vers le haut quand je te pousse ta tête va réussir à rester, à se maintenir droite. Et j'avais fait faire cette expérience à pas mal de personnes, et moi le premier, à se dire, maintenant, j'évite de regarder vers le bas. Et on s'était aperçu, des choses toutes bêtes, hein, mais que ça permettait d'avoir plus de pensées positives, d'être plus dynamique, c'est-à-dire qu'on ressentait plus d'énergie, et qu'à chaque fois qu'on descendait vers le bas, il y avait une espèce de notion qui nous, j'allais dire d'attraction, exactement, qui nous ramenait vers le bas, et qui, quoi, vers le bas, le terme peut être péjoratif, mais qui nous stimulait moins. Et je trouvais que c'était intéressant, tu vois, en relisant ces 20 degrés, en repensant à ça, je me suis dit, effectivement, là, alors depuis, là, ça fait 4 jours, je fais que de le faire, toute la journée, à me dire, impose-toi, avoir les yeux un peu plus relevés, évite de descendre en dessous de la ligne, et d'être tout le temps un petit peu plus vers le haut. Et c'est amusant parce que physiquement, moi, je sens des retours. Alors, il faudrait que je refasse ça un paquet de temps. N'hésitez pas, vous, à le tester, à nous dire. Mais cette notion de regarder un petit peu plus vers le haut, ce qui nous impose aussi à nous redresser, ce qui nous permet d'avoir une meilleure posture, ce qui nous permet plein de choses. Parce que si on regarde vers le bas, nos yeux, notre tête descend. Notre posture est moins bonne. Si on regarde vers le haut et qu'on est en position de relaxation, on a un truc qui s'ouvre. On a quelque chose un peu hyper-emperia. Il y a quelque chose qui est très ouvert à ce niveau-là. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, à l'inverse de l'hypnose où on est très en descente. Je descends j'entre pas, je descends. La notion un peu en hauteur pour visualiser est plus dans un principe de Don Gibbons en hyper-emperia, c'est-à-dire en expansion de conscience, une expansion de notre propre conscience, donc l'ouverture à nos propres consciences. Après, c'est une hypothèse, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant, vous, à expérimenter et à nous faire nos feedbacks. Ouais. Ton ordinateur là, il est directement devant toi ou il est un peu en haut? Non, il est un peu il est un peu bas, tu vois. Moi. Il est vers le bas. Ouais. Pendant que tu parlais, j'ai pensé à ça, justement parce que depuis que j'ai commencé Zoom, j'ai expérimenté. Normalement, mon laptop, il était sur une petite table, il est vraiment comme ça. Et j'ai commencé à avoir du mal à l'épaule et tout ça. Je suis allée voir un kiné. Et il m'a dit, non, tu fais un monitor et tu viens. Et là, je regarde carrément vers le haut. Et pas simplement ça a aidé mes épaules, mais peut-être ça aide aussi, justement, l'émotion positive, parce que je suis toujours un peu... Parce que c'est vrai que si on passe des heures et des heures devant l'ordinateur et il est là, on est toujours en train de regarder vers le bas. Tu as raison, hein? Je n'ai pas pensé à ça connecté avec l'angle, en fait. Mais alors, ça, on le sait. Oui. On le sait, il y a plein de kinés qui le disent. Hein. Tu sais que la majeure partie des personnes qui vont chez les kinés maintenant, c'est pas parce qu'ils font des exercices de fou, c'est à cause de l'ère moderne, on est tout le temps sur notre ordi, on est comme ça, on est sur notre téléphone, on est comme ça. Et en fait, notre posture, elle s'étale. Et effectivement, en ergo, je crois, en ergonomie, ils te disent... Hein, ouais, on est comme ça, exactement. Et
Et tu vois, je pense que c'est intéressant. Ça, c'est des tests à voir. Alors, outre l'aspect ergo où les personnes peuvent se tenir plus droit, etc., etc., mais se poser la question, est-ce que dans votre quotidien, et là vraiment, on vous invite à faire le test en vous imposant à regarder un petit peu plus vers le haut et à arrêter de regarder tout le temps vers le bas, est-ce que vous allez sentir physiquement un changement? N'hésitez pas à faire le test, nous envoyer un feedback pour dire, tiens, j'ai testé pendant un certain temps. Moi, comme je te dis, j'avais eu un groupe qui l'avait fait. Je ne pense pas qu'il ait continué, mais ça avait donné des résultats intéressants. Or, cette notion relaxation plus monter un petit peu et donc aller dans cette visualisation vers le haut, est-ce qu'il n'y a pas tout un système? Alors après, malheureusement, on n'a pas des tests neuro, mais ça peut être intéressant, au moins en expérience, même si c'est subjectif, ça nous donnera des feedbacks. Bonne idée. Alors, de toute I façon… will lift up mine eyes to the hills. C'est une ancienne citation du Bible. Je vais lever mes yeux vers les collines, les montagnes. Et c'est vrai, ça fait quelque chose. Oui. Mais tu vois, pense-y même de façon générale, on dit quand les gens n'ont pas d'énergie, ils sont voûtés la tête baissée. Pardon? Quelqu'un qui n'a pas d'énergie ou quelqu'un qui n'est pas bien, il est voûté la tête vers le bas et il regarde vers le bas. Oui. Or, on a une société aujourd'hui où, parce que on est un peu addict au téléphone, les gens sont tous comme ça. Dans une position physique de dépression. Exactement. Or, on sait c'est quand même on le sait, quand on n'est pas bien, notre physique, on n'arrive pas à le maintenir et souvent, on est vers le bas. Et cette notion de posturale est hyper intéressante. Et les yeux, en posturologie, alors après, des copains ostéos pourront valider, mais en posturo, ils parlent des yeux, ils parlent de la mâchoire, ils parlent des pieds. Donc, c'est 3 éléments qui sont essentiels pour bien se tenir. Et si on habitue notre corps à tout le temps voûter, on sait, et tu vois, l'association, elle est quand même très proche, on sait que des gens voûtés vers le bas, ils ont toujours l'air dépressifs, alors que des personnes qu'en général, on estime être de bonne humeur, joviales, fortes, puissantes et tout, c'est souvent des gens qui sont ouverts, et puis ils regardent le regard franc. On dit souvent le regard franc, c'est-à-dire ils sont vraiment, ils regardent, ils sont là, ils ne sont pas en train de regarder vers le bas. Ce petit détail-là, il est peut-être très important dans notre quotidien. C'est des petites choses qu'on peut tester, voir si ça nous apporte du bien. Mais on reconnaît ça tout de suite quand on voit la posture de quelqu'un. On associe tout de suite avec une émotion. Ouais. Quand j'étais dans une école de mime, on nous a montré comment indiquer avec notre corps si on était dans un grand espace ou si on était dans une toute petite cabine téléphonique. Et on a tout de suite remarqué que ceux qui étaient dans un grand espace, ils dégageaient confiance, courage, force. Et ceux qui étaient dans un tout petit espace, c'était « Oh, je vais me faire toute petite, je suis timide, j'ai peur de me montrer, etc. » Donc, les émotions sont tellement associées avec la posture. Tout le boulot du body language, c'est vraiment important. Dans notre langage corporel, définit aussi parfois ce qu'on pense. Et inversement, et ça souvent je le dis à ma mère, je dis, quand tu sens que tu n'as pas la pêche, sautille un petit peu, bouge un peu, mets-toi en action comme ce qu'on avait fait la dernière fois quand je suis passé où tu sentais que tout le monde était parti, c'était en hypnose. Et tu leur as fait faire un petit peu tu lui avais fait le travail de respiration qu'on a en Qigong. Oui. Le mouvement est quelque chose d'hyper intéressant pour le bien-être. Et quand vous sentez que vous êtes un peu down, quand vous êtes fatigué, c'est bien de vous mettre en alpha, mais c'est bien aussi d'exploiter la possibilité du mouvement corporel, de l'expression corporelle, de reprendre de la place, de vous étirer. C'est des choses toutes bêtes, mais des choses qui vous permettent de vous ressentir mieux dans votre quotidien, parce qu'on sait que c'est normal qu'on ait des coups de mou, qu'on ait des moments où c'est un peu plus dur, des moments où on a appris des nouvelles et on n'arrive pas encore à faire cancel. On ne l'a pas encore vu le cancel, mais on n'annule pas encore l'idée ou l'autosuggestion qu'on se fait à ce moment-là. Donc pensez à ça, pensez à respecter la posture de votre corps, à vous donner de l'énergie, à être en mouvement, à utiliser vos yeux, à travailler là-dessus en plus de votre niveau alpha, ça peut vous faire beaucoup de bien. D'ailleurs, pensez bien pour les personnes qui se posent la question, on peut, une fois que vous êtes un peu habitué, utiliser l'alpha, notre niveau en alpha, les yeux ouverts. Vous n'avez pas besoin d'être les yeux fermés. Les yeux fermés, on a vu au départ pourquoi ça servait, pour arriver dans cette relaxation. Mais si vous en avez besoin, à un moment donné, en conversation, que vous avez eu un petit choc émotionnel, que vous sentez que vous êtes décentré, que d'un coup, vous avez un coup de mou, vous pouvez rentrer dans votre alpha, les yeux ouverts, et travailler
à effacer les choses, à vous recentrer, à vous donner de l'énergie, à vous donner une autosuggestion pour réussir à vous sortir de la situation qui n'est peut-être pas forcément agréable à ce moment-là. N'hésitez pas. Tu l'utilises, toi, un peu les yeux ouverts, l'alpha? Oh, régulièrement. Mais chaque fois qu'on est réveillé, on fait ça. Mais comme on dit en Sylvain, une fois que tu commences à vraiment utiliser ça consciemment, tu peux entrer en alpha simplement en rêvant, en faisant un réveil. Mais il faut découvrir les yeux. Hein? Mais on fait ça automatiquement. Je pense, je vois plus ce qui est là. Je suis consciente qu'il est là, mais dans ma pensée, je suis focalisée sur l'image. Donc, c'est ça, on défocalise les yeux et on ne regarde pas physiquement. Et on regarde en fait l'écran mental. Exactement. Et pensez, là, on vous en parlera. Oui, on n'a pas encore, oui. On vous en reparlera au prochain, mais je vous en ai déjà parlé sur les vidéos que je vous ai préparées, mais le 3-1, l'ancrage en fait, pour les hypnotistes, c'est tout simplement un bon ancrage alors ce que j'ai précisé sur la vidéo, c'est pour rentrer au niveau alpha, c'est-à-dire pour entrer dans votre transe. Ce n'est pas, et moi c'est un truc que j'estime important et que je répète souvent quand je propose de la PNL ou de l'hypnose, ce n'est pas pour avoir une résultante. Parce que parfois, par exemple, Tony Robbins en PNL fait un ancrage, le poing serré vers le haut pour être dans un peak state, pour être dans un état émotionnel hyper intense. Seulement, avec les années, on s'est aperçu avec tous les copains qui ont fait Robbins que maintenant, s'ils le font, il n'y a rien qui s'active. Ça ne fonctionne pas. Parce que la conséquence sur le temps, c'est-à-dire la résultante attendue, elle est trop complexe. Entre-temps, on a vécu des down states, on a vécu des moments difficiles, on a des moments où on ne l'a pas réactivé, on ne l'a pas utilisé. L'intérêt de la technique des 3 doigts ou de n'importe quel ancrage que vous allez faire, faites-le pour que la personne aille à un niveau où elle va pouvoir travailler, où elle va pouvoir suggérer, où elle va pouvoir être active. C'est plus intéressant de se dire, quand je fais ça, je suis dans mon alpha et je peux me dire, j'ai la pêche, j'ai de la motivation, je me connecte à l'ensemble des images, je l'envoie sur mon écran mental, de bien-être, d'énergie, d'envie, etc. et sentir que ça monte, plutôt que se dire, ça doit automatiquement me ramener dans mon état. Automatiquement, avec le temps, les ancrages de résultats, entre guillemets, se dégradent alors que les ancrages d'état se maintiennent. Là, plus on va le faire, plus on descend facilement dans sa transe, on entre en alpha, et donc plus c'est facile après de l'exploiter, et c'est ça l'expertise que vous allez prendre au fur et à mesure. Tout à fait. Ouais, tu as des choses à… C'est comme toute chose organique. Plus tu utilises, mieux ça marche. Exactement. On va… là, on a notre heure. On va pas voir d'autres choses. Là, on n'est qu'au premier élément, mais c'est pas grave. Je préfère qu'on prenne notre temps, qu'on développe à fond dessus. De toute façon, comme je vous dis, je vous fais les vidéos par étape du livre de cours. Donc, vous aurez avant ce podcast déjà vu un paquet de choses. Là, on en a vu un peu, on en reverra encore la prochaine fois. Je préfère que Lee nous partage sa vision, ses expériences, plutôt que voir purement la technique en tant que telle, sachant qu'on les trouve dans les ouvrages, on les trouve dans des vidéos, on les trouve dans les cours. Donc ça, c'est un plus, mais je préfère avoir le point de vue de Lee et moi, je vous donne toujours la petite vision hypno par rapport à ça. On va quand même parler à un autre moment des mots-clés de mémoire, j'espère. Ouais, bien sûr. Génial. On va parler des piquets émotionnels, des piquets de mémoire, on va parler de tout ce qui est la méthode des 3, l'ancrage, le miroir de l'esprit. On va tout faire, mais on va prendre notre temps pour y arriver. Oui, on va s'amuser. Yes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Non. Je suis très contente. On Donc, a discuté plein de choses autour de l'écran mental. C'est excellent. J'adore faire ça. Et vraiment, on vous invite, que vous soyez diplômé Silva, de l'utiliser encore. Pour ceux qui ne le sont pas, qui sont hypnotistes, rajoutez-le dans votre pratique. Vous allez voir, c'est assez simple. Cadrer les choses, ça va vous permettre de bien avancer. Et pour conclure, on continue avec Ed. Elle nous a donné des petites infos les dernières fois sur des choses qu'il met en place. On va logiquement, d'ici quelques semaines, il faut qu'on arrive à voir avec lui, avoir un premier podcast
Donc, avec Lee, on va lui envoyer des questions en amont pour qu'il puisse préparer, voir un petit peu l'orientation qu'on a. L'idée qu'on a avec Lee, c'est de le faire 30 minutes pour pas que ce soit trop fatigant pour lui, pour qu'on puisse en avoir plusieurs et comme ça sera sympa. Mais vu qu'apparemment, il aime parler et qu'il a beaucoup d'humour, je pense qu'on va vraiment, vraiment bien se marrer. Ça va être un super, super moment. Et puis, Lee, tu m'avais dit que tu étais en contact avec 2 autres anciens qui étaient aussi OK pour faire le podcast, c'est ça? Oui, qui ont vraiment connu José personnellement très bien, à qui il a raconté plein de choses. Donc, on va pouvoir aller derrière justement les livres et découvrir l'homme derrière. Ça serait chouette. C'est ça, c'est vraiment l'idée, toujours le vécu qui est, le vécu qui est certes subjectif, hein, automatiquement, de tout à chacun, est génial parce que ça vous donnera, comme à moi, hein, ça donne des idées, des orientations à prendre, des réflexions à prendre. Et comme Lee a pu nous partager tout à l'heure avec sa manière, elle, quand il y a une problématique, de projeter les solutions directement sur son écran mental, elle a sa manière de faire. Moi, ce que je veux, c'est comprendre la manière de faire des personnes parce qu'on sait très bien qu'au bout d'un moment, on ne suit plus les procédures parce qu'on les a intégrées et on ne sait plus qu'on sait, hein, tout simplement. Et donc, c'est chouette de se dire, ah bah ouais, mais moi, ça, je le sens bien. C'est comme ça que je le sens. Ou effectivement, moi, c'est un peu différent. J'utilise une étape avant ou une après, etc., etc. Donc, c'est ça, moi, qui m'intéresse dans toute l'étude qu'on fait de la méthode. Eh bien, merci. Et comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, analysez et concluez. Be one.